Surprise, c'est Binge Audio. Bonjour à toutes et tous. Cette semaine, je suis en public pour l'enregistrement de Show dedans. Ça va le public ? Super. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre incroyable. Il y a de plus en plus de livres qui sortent sur la ménopause, ce qui est un grand progrès par rapport au silence abyssal qui régnait il y a encore 2 ans sur ce sujet. Je ne les lis pas tous, mais presque. Et il y en a qui se distinguent parce qu'ils sont particulièrement pédagogues et fun à lire. Alors, connaissant Thelma Linet, gynécologue à Paris, je me doutais qu'elle y mettrait toute sa science, mais aussi son humour. Et le pari est gagné. La ménopause, si je veux, paru chez Albin Michel, c'est un peu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la ménopause, sans oser le demander. Bonjour Thelma. Bonjour. Alors, d'abord pour introduire ce bouquin, vous commencez par expliquer, et c'est très intéressant, que nous, les femmes de la race humaine, si je puis dire, nous n'étions pas programmées pour être ménopausées. Ouais. En fait, je voulais, dans l'idée de la nature, en fait, il y a deux notions. Il y a le vieillissement. Donc la ménopause, ça fait partie du vieillissement, comme au même titre que la presbytie ou l'arthrose. Et donc, il y a le côté naturel bon pour la santé. Des fois qu'on entend aussi. Et donc, je voulais un petit peu déconstruire cette idée que la ménopause, c'était bon pour la santé et que c'était une étape comme la puberté, en fait, qui était globalement prévue par la nature pour arriver. Donc, c'était vraiment ça que je voulais déconstruire en se basant sur les mammifères, en fait. Et donc, à part les globicéphales. Les globicéphales. Les c'est quoi, c'est ça ? Les belugas et les les animaux qui vivent belugas dans ou l'eau. les orques qui sont effectivement... C'est ça, qui vivent la ménopause. Ouais, des mammifères marins qui vivent la ménopause. Et quelques chimpanzés qui ont perdu les jaguars, donc qui ne se font plus manger. Donc, en dehors de quelques espèces, en fait, les mammifères ne vivent, et notamment les humaines, jusqu'à il y a 200 ans, vivaient très très peu la ménopause. Donc, c'est pas un phénomène naturel au sens prévu et bon pour la santé, en fait. Alors c'est vrai qu'on se pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'en ménopause, nos ovaires arrêtent de produire des hormones alors que tout le reste du corps continue à fonctionner normalement ? Ça, c'est encore un mystère du vieillissement. Je pense que vraiment, on n'avait pas... La nature a fait que il faut qu'on se reproduise, qu'on fasse 4, 5, 6 bébés avec des slips en peau de bison dans les grottes de Néandertal. Et qu'après, une fois que c'était fait, on n'était plus bonne à plus grand-chose. Et donc, on était bonne pour mourir vers 35 ans. C'est globalement ce qui se passait jusqu'il n'y a pas si longtemps. Donc, je pense que c'est l'évolution qui a fait que du coup on vit cette étape et pourquoi on vieillit plus vite, ça j'aimerais bien savoir. Et puis peut-être qu'on pourrait même, pourquoi pas, envisager de vieillir moins vite. Ça on sait pas encore faire puisqu'on sait vieillir mais on sait pas vivre plus longtemps. Donc mais il y a une chose qui est sûre, c'est que comme l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter, aujourd'hui une femme peut très bien vivre 35 40 voire 50 ans ménopausée. Après, c'est dire quand même s'il y a urgence d'en parler. Oui. Et avec des transitions de ménopause, qui peuvent aller jusqu'à 25 ans. Donc oui, c'est important d'en parler. Ouais. Alors on va rappeler aussi que les bébés filles naissent avec une réserve folliculaire. Ça veut dire un stock de follicules estimé autour d'1 million. C'est ça. On s'en débarrasse mois après mois après mois jusqu'à la ménopause en fait. Il y a une première partie où on fait du ménage parce qu'ils sont pas tous bons. Donc dans l'enfance, on élimine l'essentiel. Puis après, c'est vrai que une fois qu'on a fait son petit écureuil et qu'on les a mis de côté, on va grignoter au fur et à mesure dans la réserve. Tout au long de sa vie, en fait, il y en a un tout petit peu qui vont se refaire, mais c'est très 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 petit. Et à la fin, on va se retrouver avec plus rien dans le grenier. Et c'est quand on a à peu près moins de 1000, on vit des symptômes qui vont progressivement arriver et donner ces symptômes qu'on dit de ménopause. Alors, il faut rappeler que la ménopause arrive en France, partout d'ailleurs, en moyenne chez les femmes à 51 ans, mais que la périménopause, là c'est plus flou. Ça peut commencer autour de 45 ans et c'est souvent ça qu'on ne sait pas. Et donc ça c'est un des trucs en préparant le livre qui m'a le plus marqué, c'est que 44% des femmes vont avoir des symptômes jusqu'à 11 ans avant leur ménopause. Donc, avec des bouffées de chaleur, des sueurs la nuit, tout en ayant encore leur cycle. Ils vont vivre des symptômes, et là, je pense que là aussi, il y a encore un peu de pédagogie à faire. Ils vont vivre ces symptômes de manière marquée, sans oser peut-être le dire, parce que le fait de garder des cycles, ça fait pas tilt en termes de carence hormonale, ça fait tic en disant, je vis un truc, je suis pas bien, mais je sais pas ce que c'est, mais ça peut pas être la ménopause, parce que j'ai toujours mes règles. Donc, oui, c'est important de se dire que ça dure longtemps, et surtout que ça commence beaucoup plus tôt.
qu'on le Mais croit. c'est vrai que parfois, lorsqu'on va chez son médecin, mais même son gynéco, et qu'on dit je comprends pas, j'arrive plus à dormir, je me sens irritable, etc. J'ai des bouffées de chaleur. Souvent, les médecins disent non mais attendez, c'est beaucoup trop tôt là, vous êtes pas périménopausée. Ça arrive souvent, ça. Ouais, et je pense que ça vient de l'idée de la ménopause est une maladie. Pendant très longtemps, on a cru que c'était une maladie au tout début, qu'il doit avoir un diagnostic, que le diagnostic c'est l'absence de règles, et qu'une fois qu'on a le diagnostic, pourquoi pas en parler. Donc je pense que dans la tête de beaucoup de médecins, il y a encore cette notion que la carence hormonale et la ménopause, c'est ensemble, et donc il faut attendre la ménopause pour avancer. Et je pense qu'il y a aussi du côté médical un petit twist à faire pour écouter la parole des femmes et se dire, en fait, ce qu'elles vivent, c'est des symptômes de carence, et une personne qui aurait des carences en hormones thyroïdiennes, ben, je lui donne des hormones thyroïdiennes. Et si j'ai une personne qui présente des symptômes de carence en oestradiol, pourquoi j'envisagerais pas de lui en donner? Mais ça veut dire aussi changer de paradigme dans nos têtes, en disant, en fait, la ménopause, c'est pour ça que je voulais appeler au début le livre La ménopause n'existe pas. C'est-à-dire que c'est pas les dernières règles qui sont importantes, c'est toute cette période d'évolution et de pouvoir se dire, bah, je peux être à l'écoute bien avant, en fait. Alors, il y a donc 2 choses à savoir. Il faut savoir que ça peut arriver donc bien avant la cinquantaine. Hein. Moi, c'est pour ça que je suis tombée de ma chaise, parce que quand on m'a dit vous êtes périménopausée, j'avais 47 ans, je pensais que ça arrivait à 60 ans. Hein. J'étais pas du tout au courant. La deuxième chose, c'est que toutes les femmes vivent leur ménopause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin, je veux dire, tout le monde peut avoir des symptômes, j'aime pas ce mot, mais des manifestations différentes. C'est vraiment au cas par cas, finalement. Il n'y a pas de parcours type. Voilà. Il y a 20% des personnes qui vont vivre ça de manière magique. Ça va être super, aucun problème. Puis il y a 80%, ça va être tantôt les douleurs articulaires, tantôt ça va être le brouillard psychique, tantôt ça va être les bouffées de chaleur. Donc, et puis, comme on l'a vu avec Elsa Wolinski, ça varie aussi avec fluctue, le temps. Et ouais. donc, on n'est pas la même ménopausée 2 ans plus tard. Donc, et ça, faut être aussi capable de l'intégrer un petit peu dans ses demandes ou dans sa tête en se disant, je souffre de symptômes-là. Peut-être que c'est ça et peut-être que je peux en parler pour voir ce qu'on peut en faire ou pas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait savoir idéalement 10 ans avant la ménopause? Par exemple, comment est-ce que ça va se manifester? C'est ça qu'il faudrait qu'on sache? Est-ce que pendant les règles, si j'ai des bouffées de chaleur, c'est pas parce que je suis folle, c'est pas parce que je suis bizarre, c'est peut-être parce que je vis des petits symptômes de carence, j'ai l'impression d'être un petit peu fatiguée, j'ai mes nuits qui sont compliquées, des fois je me réveille, je suis en sueur, peut-être que c'est aussi des symptômes de carence, j'ai la peau qui commence à être sèche alors qu'avant ça l'était pas, c'est peut-être des symptômes de carence. Et puis on a aussi le côté intime, où alors là c'est déjà que c'est compliqué en gynéco de parler de l'intime, alors que c'est quand même la science de l'intime, de dire, bah voilà, j'ai mon chardon breton, c'est compliqué de vivre ma vie intérieure. C'est quoi le chardon breton? Ça brûle, ça fait mal, c'est bizarre, ça brûle, ça pique. Oui, c'est ça. Donc j'ai l'impression d'avoir un chardon en bas. Et peut-être que ça aussi, c'est un symptôme de carence et plutôt, et de se dire, ah, et si c'était aussi ça? Et ça veut pas, la transition, ça veut pas dire que c'est foutu, quoi. Transition, ça veut dire que c'est une montée peut-être en puissance. Alors, des fois, on zappe un peu parce qu'il y a plein d'événements de vie qui peuvent arriver. Et puis, du coup, on se dit, c'est pas possible parce que je suis débordée, je suis à 300%. La quarantaine, c'est une période aussi où d'un point de vue professionnel, on est souvent en haut et on monte. Et il y a des sollicitations qui sont de plus en plus fortes. Donc, on a tendance à de moins s'écouter peut-être qu'avant. Alors que paradoxalement, on va peut-être être plus fatigué qu'avant. Donc, je pense qu'il faut se dire, ça peut commencer jusqu'à 11 ans avant. L'âge moyen de la ménopause, c'est plutôt 51. Donc, si j'ai 38 ans et que j'ai des trucs qui arrivent, c'est peut-être en fait que j'ai le droit d'être à l'écoute et j'ai le droit d'en parler, en fait. Alors, il y a aussi beaucoup de femmes qui se sentent déprimées à la périménopause. Et ça, c'est important d'en parler. Je crois que c'est 1 sur 2. C'est énorme. Hein. Et c'est bien de l'identifier parce que certaines femmes sont alertées par cela, donc vont voir leur médecin et on leur prescrit des antidépresseurs. Or, c'est pas forcément ce qui est adapté à ce moment-là de leur vie. Alors des fois on est déprimé, on a besoin d'antidépresseurs, oui, bien sûr, et tant mieux. Et alors là, on est dans le même modèle qu'avec Elsa Wolinski. J'en ai profité et je trouve que ça m'a sauvé les vies, c'est très bien, mais c'est pas forcément une réponse adaptée à tout le monde. Et puis si c'est une carence en hormones et que c'est amélioré et qu'on dort mieux et que d'un coup on se sent revivre et puis que c'était juste ça, c'est quand même bête de pas avoir pu identifier la carence en sommeil, l'anxiété, ce genre de choses qui arrivent liées à la carence hormonale, en se disant, en fait, bêtement, peut-être que j'aurais pu en parler et que l'estradiol, c'est pas un antidépresseur, mais ça fait du bien et que peut-être
j'ai cette espèce de faux burn-out de la cinquantaine à cause de ça. Est-ce que tu trouves que tes collègues gynécos sont suffisamment à l'écoute, d'abord, sont suffisamment au fait de ce qu'on peut proposer aux femmes? La gynéco-médicale, c'est une discipline qui est un peu nouvelle, en fait. Jusque dans les années 50, on s'intéressait beaucoup aux femmes parce qu'elles procréaient. Donc ça a été beaucoup l'obstétrique. La gynéco, c'est les années 50. La ménopause, c'est globalement, ça fait 10-15 ans qu'on s'y intéresse vraiment. Et les spécialistes de la ménopause, ça court pas les rues, en fait. Non, c'est clair. Alors que 500 000 femmes par an, c'est beaucoup. Du coup, je pense que non, il n'y a pas encore une formation suffisante. D'abord parce que ça fait pas partie vraiment du cursus. Je crois que c'est quelques heures dans le cursus, même des gynécos. Hein. Oui, alors que voilà, et que moi, je suis tombée de l'arbre aussi plein de fois en préparant le livre. Donc ça veut dire que, en croyant connaître des choses, en fait, pas tant que ça. Ce qui veut dire que c'est aussi en mouvement. On a nos connaissances qui sont en cours, qui sont en mouvement. Donc et puis encore ce que j'ai entendu tout à l'heure avec Elsa Wolinski, qui est assez touchant, c'est on a à peu près le même mouvement qu'on a eu avec la contraception dans les années 60. C'est-à-dire que c'est les femmes qui poussent les médecins, comme ça a été dans les années 60, pour leur dire écoutez, on a un besoin, formez-vous, quoi. Alors, tu es militante des hormones, on peut le dire comme ça, parce que tu reçois beaucoup pour des transitions de genre notamment. Ouais. Finalement, ce traitement hormonal qui existe pour la ménopause, il y a très peu de femmes qui le demandent en France, voire qui le prennent. Je crois que c'est 1 sur 10 à peu près. Indira Gandhi disait « Les bonnes nouvelles ne feront jamais l'information ». Et les mauvaises nouvelles, elles sont tombées il y a 20 ans. On nous a dit oui, quand on prend des hormones, ça augmente le cancer du sein. Ce qui est vrai, hein, quand on féminise un corps, en fait, on prend des risques du genre féminin, mais d'un autre côté, on diminue les risques du genre masculin. Donc, dans l'esprit des femmes où elles étaient presque 1 sur 2 à être sous hormones au début des années 2000, on arrive à 6%. 1 sur 2. Ouais, presque. Donc on est passé de près de 50 à 6% de femmes, je crois, qui prennent des traitements hormonaux en France. Et c'est vraiment l'angoisse sur le cancer du sein qui fait réfléchir, alors qu'en fait, les hormones, la supplémentation hormonale, ça sauve plus de vie que ça n'en prend. Ce qui ne veut pas dire que ça n'en prend pas, parce qu'un traitement, quand ça marche, quand on est carencé dans quelque chose, forcément, il y a des effets positifs et des effets négatifs. Mais il y a eu cette grande angoisse qui s'est centrée sur le cancer du sein, et on a pris le message qu'à moitié. C'est vous allez aller mieux, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, vous allez peut-être vivre plus longtemps. Parce que ça, on le sait déjà, les femmes qui ont des ménopauses plus tard dans leur vie vivent plus longtemps que celles qui ont des ménopauses plus tôt dans leur vie. Et probablement parce que la carence en hormones, ça fait vieillir un petit peu plus vite. Et donc, dans la tête des gens, il y a cette espèce de grande angoisse hormonale qu'on retrouve un petit peu partout, alors qu'en fait, on n'est pas en train de donner un truc en plus ou en trop. C'est juste, on est en train de compléter quelque chose qui manque. Et on n'est pas en train de se transformer en poulet aux hormones, en fait. Il y a quelque chose qui est déficitaire, sur lequel on souffre, on rajoute, ça va mieux. En fait, c'est un peu pareil. C'est exactement comme la thyroïde. Je suis pas bien, je manque d'hormones, on m'en donne, je vais mieux. C'est simple, en fait. Et je pense que si on twiste un petit peu les choses encore une fois, et qu'on se dit, en fait, je suis pas en train de faire quelque chose qui est pas bien. Je suis moi en train d'avoir une carence et ne pas être bien. Et si j'essayais pour voir ce que ça donnait, je pense que ça serait aussi une autre façon d'envisager. On traite pas la ménopause, parce que la ménopause, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Ouais. Donc, par contre, si je suis carencée de quelque chose, j'ai le droit de le prendre, et si ça marche, et que pour moi c'est bien. Mais apparemment, c'est l'ensemble des hormones qui sont un petit peu regardées de travers ces temps-ci. Tu me confirmes que, y compris les jeunes femmes, on a une grosse hormonophobie, ont une réticence à prendre la pilule. En fait, ça vient d'où, ça? Il y a plein de facteurs. Il y a aussi, je pense qu'il y a eu l'imposition. C'est-à-dire que dans les années 2000, les médecins imposaient les traitements sans forcément qu'il y ait de réflexion autour de ça, sans qu'il y ait une adhésion. Et on n'avait pas encore cette idée qu'il fallait que la personne soit motrice, qu'elle demande pour pouvoir y aller. Et donc, qui fait que, du coup, on a créé une espèce de barrière autour de ça. Il y a aussi l'impression, je pense, que ce qu'on donne, c'est artificiel. Alors que c'est juste les hormones qu'on fabrique soi-même. C'est bioéquivalent, c'est strictement les mêmes, mais on garde cette idée que c'est chimique, que c'est mauvais pour le corps, que ça pourrait donner le cancer ou des problèmes de santé, alors que c'est plutôt l'inverse normalement. Donc cette tendance, elle est quand même relativement lourde de dire que
qui dit hormone dit danger, en fait. Et puis, il y a aussi l'industrie du bien-être, en fait, qui rentre en ligne de compte aussi, parce que en fait, l'industrie du bien-être a envie de penser que les solutions qui pourraient être médicales sont mauvaises et que les solutions dites naturelles seraient meilleures. Alors que c'est complémentaire. On ne devrait pas lutter l'un contre l'autre. C'est deux choses qui peuvent aller ensemble. Et c'est vrai qu'on a une tendance lourde à l'anti-hormone qu'on ressent en contraception, mais aussi en ménopause. Alors, tu dis, il n'y a pas que les hormones. Est-ce qu'il y a des traitements alternatifs que toi, par exemple, tu proposes à des patientes où ce serait contre-indiqué de lui prescrire un traitement hormonal? Alors, on a le Veosa qui est sorti, donc qui est une première fois qu'on peut donner un médicament non hormonal. Il faut surveiller le foie parce qu'il y a des petits trucs à surveiller, mais qui serait aussi efficace que la supplémentation hormonale. Ça, c'est chouette. On peut faire des thérapies cognitives ou comportementales. Donc, c'est une sorte de psychothérapie qui fonctionne parce que ça permet aussi de s'adapter à l'événement, de savoir l'accueillir, parce que effectivement, se prendre la porte dans la figure, c'est pas toujours agréable. Donc, pouvoir être écouté, pouvoir trouver des solutions, c'est bien. Il y a l'hypnose qui fonctionne aussi. Il y a le sport. Tout ce qui est cardio, ça fonctionne un petit peu. C'est pas non plus magique, mais ça fonctionne un peu. Donc, et on n'est pas toute seule en fait quand on a des symptômes, et notamment quand arrive le cancer. Si jamais on a un cancer du sein qui est hormonodépendant, on peut pas prendre d'hormones. Aujourd'hui, on a quand même des alternatives qui sont c'est autre chose que ce qu'on proposait avant, où on donnait de la poudre de perlimpinpin en disant bon, ça va aller, madame, et puis revenait 3 mois plus tard en me disant bah non, ça sert à rien ce que vous m'avez donné. On a vraiment des vraies alternatives aujourd'hui. Alors, on disait que il y a un petit défaut d'information et il y a finalement assez peu de femmes qui demandent le traitement hormonal de la ménopause. Il y a quand même une négligence de la médecine par rapport aux femmes, parce qu'on peut rappeler que la plupart des tests en laboratoire, la plupart des posologies, la plupart des études sur les effets indésirables des médicaments se font sur des hommes. Ouais. Je crois que c'est... Alors, la ménopause sur les hommes, c'est plus rare. Donc, ouais, mais même sur l'ensemble des médicaments. Oui, je suis d'accord. Il y a un déficit de recherche, tu es d'accord avec ça? La santé des femmes n'intéresse que s'il y a du cancer. Parce que voilà, l'industrie se centre beaucoup sur le cancer. Le bien-être d'une femme n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est considéré comme important. Et donc c'est vrai qu'on a une carence en études, et ma spécialité étant toute jeune et par rapport au monde de ce que pourrait être la cancérologie ou l'obstétrique, on a vraiment un vrai déficit. On se contente d'utiliser des produits qui ont 30 ans d'âge et qu'on adapte pour que ça se passe bien. Donc oui, c'est triste de se dire que on travaille avec des études qui ont 20 ans parce que voilà, youpi, il y a 10 ans, on a eu Swan qui était une belle étude, elle a 10 ans, et que depuis, il faut qu'on se débrouille. C'était une étude il y a 10 ans qui est venue contrecarrer un peu une première étude en 2001. Et c'est surtout une étude qui... c'est celle qui m'a réveillée beaucoup sur la quarantaine, en fait. Parce que c'est vrai que peut-être il y a 2-3 ans, j'aurais dit les symptômes arrivent en général 2 ou 3 ans avant la ménopause. Ouais. Et Swan nous dit, bah non, en fait, jusqu'à 11 ans, ça arrive. Et peut-être... Jusqu'à 11 ans avant. Ouais, faites attention. Ouais. Pourquoi la ménopause, si je veux? Alors, bon, les titres de bouquins, c'est toujours un peu pour accrocher, mais... Alors, au départ, ça devait être La ménopause n'existe pas, parce que je voulais parler de transition de ménopause et pas de ménopause, et on s'est dit, les gens vont rien comprendre. Le titre est chelou. Après, je voulais appeler le Ménoporama, mais ça marchait pas non plus. Et tout ce que je voulais savoir sur la ménopause sans jamais oser le demander, c'est trop long et ça passe pas non plus. Donc, ça fait trop Woody Allen. Ouais. Oui, c'était ça. En fait, l'idée, c'était de twister ça. Ouais. Et je m'étais dit, je voudrais que les gens prennent le pouvoir, en fait, sur la ménopause. Et donc, et l'idée de la ménopause, si je veux, c'était vraiment si je veux, quoi. J'ai le droit de l'accepter, j'ai le droit de pas l'accepter, j'ai le droit de prendre d'un truc, j'ai le droit de pas de le prendre, et puis et d'avoir en fait le savoir ça donne du pouvoir, et je voulais un petit peu faire ça pour que les personnes en lisant le livre se disent bon voilà peut-être ce que je vis, je suis pas folle, j'ai le droit éventuellement d'avoir cette solution ou une autre, et d'être vraiment libre, quoi. Et quel est le ressenti des femmes que tu ressens dans ton cabinet sur cette période? Je trouve ça... Moi, j'ai de la chance, en fait. J'ai des gens qui sont archi motivés, qui viennent parce qu'elles ont des symptômes. J'arrive souvent, elles ont vu 2 ou 3 avant moi. C'est une consultation magique, je trouve, parce qu'on parle, elles choisissent. 3 mois plus tard, sauf exception, c'est la révolution, elles se sentent bien. C'est hyper valorisant. Vraiment, c'est un peu comme la contraception il y a 15 ans. C'est vraiment quelque chose de très valorisant quand on peut se placer en tant qu'accompagnante, en fait,
d'une femme et de se dire elle va choisir et après elle va être heureuse. C'est chouette, c'est vrai, c'est hyper valorisant. Oui, parce que toi, tu te places pas du tout dans la posture du soignant, le sachant, qui transmet de manière verticale à tes patientes. En fait, je fais un métier qui est un métier de choix de vie. Donc, c'est la contraception, c'est les hormones d'affirmation, c'est la ménopause. Donc, j'ai pas à dire ce qui est bon ou pas, en fait. Les gens, ils n'arrivent pas malades. Et donc, si je me place en disant ça, c'est bon pour vous, faire comme ça, on va avoir tort parce que la personne doit s'approprier sa vie. Et donc, moi, ma posture, elle est, les anglo-saxons appellent ça prestataire de soins. Donc, moi, je me place vraiment comme prestataire de soins. Donc, je propose et les gens disposent. C'est vraiment très spécifique à mon métier, je trouve. Et alors, tu vois ce qui se passe, tu écoutes les choses, tu vois le ressenti des femmes. Est-ce que tu trouves que le regard a changé sur la ménopause, justement, depuis qu'on commence à en parler davantage? Ouais, c'est bien. Mais c'est aussi... petit coup de petite fleur, oui, c'est grâce au podcast, notamment. Entre autres, ouais. En vrai. Hein. Moi, j'ai fait, dans ma vie d'avant... 15 féminins, plein de trucs sur la contraception. Jamais personne ne venait voir parce que m'avait vu dans un magazine. Des féminins, tu veux dire, ouais. Et on a fait un podcast ensemble. Toutes les semaines, j'ai quelqu'un qui vient. Donc, ça veut dire que... Ah, mais ça me fait plaisir. Oui, c'est vrai. Ouais. Je vous ai entendu dans l'épisode, voilà. Pardon. J'ai fait qu'un seul truc une fois dans ma vie, tout va bien. Ouais, c'était drôle de se dire... les gens accrochent, en fait, parce qu'il y a une demande. Et que là, on offre quelque chose, un espace d'écoute. Moi, j'ai vraiment un vrai rêve, c'est de faire les ménopauses café. Pour l'instant, on n'y a pas encore. Tu m'en avais parlé, effectivement. Je voudrais vraiment faire ça. Dans quoi? Dans toutes les villes tu te vois dans un petit camion Alors, moi, je ferais bien un truc à l'anglo-saxonne, une petite réunion de femmes ménopausées une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois. Je sais pas comment on pourrait s'organiser. Mais comme ce qui se fait, en fait, en Angleterre. Donc, parce qu'il y a ce besoin de discuter et de partager les expériences, je trouve. Et j'avais animé des trucs qui s'appelaient les cafés sexo, où on parlait de sexo avec une sexologue, une psychologue. Moi, j'arrivais un petit peu, des fois, comme un cheveu sur la soupe dans ce truc-là. Et je trouvais que c'était des moments d'échange intéressants. Et on voit bien qu'il y a un besoin de partage, en fait, autour des symptômes, se sentir moins seul. Et j'avais vraiment envie de faire ça. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à trouver le petit twist qui ferait que ça se passe, mais ouais, il y a un truc à faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on avait dit qu'on s'en reparlerait de ces idées de ménopause café. J'aimerais laisser la parole au public. Bonjour, Maude. Merci beaucoup pour l'existence de ce podcast et puis cette intervention. Je suis très reconnaissante. En même temps, je suis super en colère, là. Désolée. Je suis militante féministe. Je suis avocate spécialisée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Donc, je suis a priori quelqu'un d'informé. Quelqu'une d'affirmer sur ces questions-là. Et j'ai la même rage que lorsque j'ai fait un stage d'autodéfense féministe où je me suis rendu compte qu'en fait, si on m'avait appris plein de choses très simples depuis super longtemps, ma vie serait complètement différente et celle des clientes que je défends aussi. Et là, en vous écoutant, je me dis, mais c'est fou, quoi. J'ai 52 ans, j'ai toujours mon cycle, et moi, je me disais, ouais, ça va pas bien, donc t'es sous antidépresseur, t'arrives pas à dormir le soir, donc tu prends des anxiolytiques, enfin, tout ça est normal. Ton généraliste, tu lui en as déjà parlé, elle te dit, avec la vie que vous avez, de toute façon, c'est normal de pas être très très bien. Et en fait, je me dis, mais c'est quoi qui permet d'avoir un test un peu fiable aussi pour qu'on arrête de s'en fier à nos médecins qui nous disent qu'en toute façon, on a les vies de ma boule et que c'est normal de pas être bien, quoi. J'ai eu cette question il n'y a pas très longtemps sur le diagnostic. En fait, est-ce que je dois faire un diagnostic de ménopause? En vrai, ça marche pas. C'est-à-dire qu'après 40 ans, faire une prise de sang, avant 40 ans, ça marche un peu, mais pas beaucoup. Mais après 40 ans, c'est la bérésina, faire une FSH, des prises de sang cheloues, AMH, des échographies, des trucs bizarres, ça marche pas bien. Et on est dans la même réflexion, je pense, qu'autour des douleurs de règles et l'endométriose. C'est strictement équivalent. Est-ce que si j'ai quelque chose qui améliore et qui est pas dangereux pour la santé, je dois avoir un diagnostic ou est-ce que j'essaierai pas le traitement pour voir? Si c'est pas dangereux, si c'est dangereux, alors là on réfléchit différemment. Est-ce que je dois avoir de l'endométriose pour qu'on croie par rapport à mes douleurs de règles? Je crois pas. Donc moi en tant que praticienne, si j'ai une personne qui vient me dire qu'elle a très mal, je suis pas là en train de faire une échelle en disant non, en fait, pas tant que ça, vous allez prendre des tisanes de sauge et on se revoit après-demain.
l'idée, c'est de se dire, si la personne arrive avec des symptômes qui font penser à la ménopause, et que c'est une carence hormonale sur laquelle mes dosages sont nuls. En hormonosexuel, ce que je dis en cours, c'est la vérité en spray. C'est-à-dire que c'est à peu près par là, parce que chaque personne est différente, parce que chaque dosage est différent, parce que chaque réponse à chaque traitement est différent. Donc on commence par du prêt-à-porter, et puis après ça se finit toujours en sur-mesure. Et que mes prises de sang sont pas efficaces. Si la personne me dit là, j'ai un brouillard psychique de malade, à 18h, je suis cuite, les fatigues hormonales, elles sont un peu particulières, et que j'ai juste envie de me coucher, et qu'après, à 19h, je survis un petit peu, et après, je vais me coucher à 22h, et puis je dors pas. Écoutez, madame, quand vous avez plus de 40 ans, on a le droit de se poser, même avant, des fois, on a le droit de se poser des questions, et si on essayait, quoi. Puis 3 mois plus tard, oui, je vais vachement mieux. Ça tombe bien, ça s'appelle un test thérapeutique. Puisque mes prises de sang sont pas bonnes, puisque au jour d'aujourd'hui, on n'est pas bon pour faire le diagnostic d'un truc qui n'est pas une maladie, qui est une carence. Si je complète en carence, on verra bien. Et puis, c'est ça, c'est pas ça. Et puis, si c'est toujours pas ça, là, on réfléchit. Mais c'est pas forcément utile de faire un test sanguin, je crois. Hein, pour après 40 ans, ça marche vraiment pas bien. Ouais. Ça marche vraiment pas bien, c'est très mauvais. Y a-t-il une autre question pour Thelma Linet ? Oui ? Bonjour et merci. Moi, je découvre votre podcast aujourd'hui, donc j'ai du retard à rattraper. J'avais juste une question. Vous parliez donc des manifestations de la périménopause. Est-ce que vous avez constaté, ou est-ce qu'il y a des études sur des recrudescences de maladies qui se développeraient plus lors de la périménopause ? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, la femme de 40 ans, c'est la grande découverte des 3-4 dernières années. C'est incroyable de dire ça, non ? Je trouve que c'est un peu incroyable. Parce que elle n'intéressait pas grand monde. Voilà. La fertilité, jusqu'à 42 ans, puis après 42 ans, tout le monde s'en fiche. Donc, c'est un peu la découverte. Est-ce que le fait d'être carencé en hormones augmente certaines maladies ? La réponse est oui. Voilà. On a plus de problèmes cardiovasculaires notamment, et le cœur des femmes qui est très mal étudié, on en parlait tout à l'heure, c'est typiquement celui qui va souffrir le plus. Merci beaucoup Thelma Linet, merci à vous cher public d'avoir été aussi attentif. Merci aussi à Antonin Léger qui a permis l'enregistrement en public de cet épisode. Surtout, prenez soin de vous.